Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire véritablement glaçante, une affaire qui vous hantera longtemps après la fin de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif. Chaque petit geste compte énormément pour moi, et je vous en serai profondément reconnaissant. Commençons. En juillet 2009, Gloria Marmolejo, une femme de 55 ans, disparaît sans laisser la moindre trace. Elle vivait à El Paso, au Texas, une ville en bordure du Mexique, marquée par ses contrastes culturels et une tension permanente liée à sa situation géographique. La veille de sa disparition, Gloria était revenue plus tôt que prévu d'un voyage. Et ce qu'elle découvrit dans sa maison ce jour-là, bien que les détails exacts restent inconnus, aurait très bien pu confirmer les soupçons qu'elle nourrissait depuis longtemps. Quelques heures à peine après son retour, tous les moyens de communication avec elle cessèrent brutalement. Plus aucun appel. Aucun message. Aucun indice. Lorsque son fils suggéra que Gloria avait peut-être simplement pris du recul, qu'elle était partie de son plein gré pour réfléchir, la famille réagit aussitôt avec inquiétude. Ceux qui connaissaient Gloria savaient qu'elle n'était pas du genre à partir sans prévenir. Ce n'était pas dans sa nature. Quelques jours plus tard, sa voiture fut retrouvée, abandonnée. À l'intérieur de son domicile, toutes ses affaires étaient soigneusement rangées, comme si elle comptait revenir. L'inquiétude devint alors terreur. Ce qui avait commencé comme une affaire de disparition ordinaire s'apprêtait à dévoiler une vérité bien plus sombre, faite de relations secrètes, d'une double vie, et d'une trahison inimaginable, qui allait coûter la vie à une femme dévouée et aimante. El Paso, ville à l'extrême ouest du Texas, est connue pour ses contrastes, son histoire frontalière complexe, et un climat social parfois tendu. Malgré cela, de nombreuses familles y ont planté leurs racines depuis des générations, s'attachant fermement à leurs traditions, à l'importance de la famille, et à ces dimanches sacrés où tout le monde se réunit autour d'un repas, de rires, et de souvenirs partagés. C'est dans ce contexte, le 28 juillet 1954, que Gloria Marmolejo voit le jour. Elle grandit dans une grande famille d'origine mexicaine, unie, solidaire, où les valeurs de fidélité, d'honneur et d'amour inconditionnel se transmettent de génération en génération. Au début des années 1970, Gloria rencontre Armando Marmolejo. Très vite, il la séduit. Leur relation s'intensifie rapidement et le 11 octobre 1975, ils se marient. Gloria est profondément attachée à son mari. Elle ne tolère jamais la moindre critique à son égard. À ses yeux, il est l'homme de sa vie, et elle est prête à tout pour le défendre et préserver leur union. Ensemble, ils auront 2 garçons, Manny, l'aîné, puis David, quelques années plus tard. Leur quotidien semble alors suivre le schéma rêvé, une maison, 2 enfants, des fêtes en famille, et une vie paisible. Mais cette harmonie n'allait pas durer. Peu après la naissance de David, Armando obtient un emploi qui, selon lui, nécessite de fréquents déplacements. Très vite, ses absences se multiplient. Il rentre de moins en moins à la maison. Sa présence devient rare, presque fantomatique. Bientôt, même ses proches ignorent où il se trouve et ce qu'il fait. Les soi-disant voyages d'affaires se couvrent de mystères. À mesure que les mois passent, il devient évident pour tous qu'il ne reviendra pas. Quand David a environ 6 ans, son père n'est plus qu'un souvenir lointain. En avril 1995, Gloria officialise leur divorce. Armando part vivre dans un autre état et coupe tout contact avec ses fils. Mais Gloria, fidèle à son caractère, refuse de sombrer. Elle accepte les faits, relève la tête, et se concentre sur l'essentiel, élever ses garçons. Selon son frère, elle entretenait avec chacun une relation différente, façonnée selon leur personnalité propre et leurs besoins uniques. Elle s'efforçait d'être présente, de les guider, tout en respectant leur individualité. Mais avec le temps, les 2 frères suivent des trajectoires divergentes. Manny se construit une vie stable, prévisible. David, lui, change souvent de cap, d'objectif, de priorité. Ce qui est fréquent entre frères. Pendant ce temps, Gloria, après avoir consacré des années à sa famille, se retrouve peu à peu seule. Mais la solitude ne l'effraie pas. À 50 ans, elle décide de tout recommencer. Elle quitte son emploi, où elle avait travaillé durant 27 longues années. Elle retourne sur les bancs de l'école, décroche un diplôme en gestion, et devient agent immobilier. Ce métier lui apporte non seulement un revenu, mais aussi une nouvelle énergie, un sentiment de contrôle sur sa vie. Elle retrouve une forme d'indépendance, une dignité, une liberté longtemps oubliée. Sa vie s'organise désormais autour d'une routine paisible. Sa maison, impeccable, baignée de lumière, est entourée d'un jardin dont elle prend grand soin. Gloria passe son temps à lire, à profiter de l'air frais, à savourer des instants de tranquillité qu'elle s'était longtemps refusés. Tout laissait croire qu'elle avait enfin trouvé cette paix intérieure qu'elle avait tant cherchée. Pourtant, tout a basculé brutalement. L'un des voisins de Gloria, un homme âgé qu'elle connaissait depuis de nombreuses années, tomba gravement malade. Son fils adulte, dont le nom n'apparaît dans aucun dossier officiel,
vint s'installer chez lui pour s'occuper de lui. C'est à partir de ce moment-là que Gloria commença à remarquer des choses étranges, de petits détails qui, mis bout à bout, dessinaient une menace invisible mais bien réelle. À plusieurs reprises, elle vit une silhouette l'observer depuis les buissons qui séparaient leur jardin. L'homme restait à distance, tapi dans l'ombre, sans jamais s'approcher vraiment. Mais son regard avait quelque chose d'inquiétant, d'intrusif, presque malsain. Un jour, elle le vit tenir un objet, un téléphone, ou peut-être une caméra. Il semblait la filmer. Ce n'était pas un acte isolé. Cela se reproduisit. Encore et encore. Chaque fois qu'elle pensait avoir retrouvé un semblant de tranquillité, elle sentait à nouveau ce regard posé sur elle. Cette maison, qu'elle avait transformée en sanctuaire après tant d'épreuves, devenait peu à peu un lieu de tension constante. L'espace intime, sacré, qu'elle avait construit au fil des années, lui échappait. Malgré la peur, malgré l'inquiétude croissante, Gloria ne se résolut jamais à appeler la police. Peut-être par compassion, peut-être par peur d'aggraver la situation. Elle pensait à son voisin malade, à cette famille en souffrance de l'autre côté de la clôture. Elle ne voulait pas que la présence des autorités ajoute de la douleur à une situation déjà fragile. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'elle ressentait. Elle devait en parler à quelqu'un. Alors elle téléphona à son frère, Marc. Elle lui expliqua la situation avec calme, sans exagérer, mais sans cacher non plus la gravité de ce qu'elle vivait. Elle lui confia son angoisse et lui demanda simplement de rester en contact régulier. Elle ne cherchait pas à faire de vagues, mais elle voulait qu'au moins une personne soit au courant, au cas où les choses empireraient. Ce coup de fil, discret mais sincère, fut la première manifestation d'un doute profond. Pouvait-elle continuer à vivre ainsi? L'idée de déménager commença à s'installer doucement dans son esprit. Une pensée fugace au départ, mais de plus en plus fréquente. Ses fils étaient partis depuis longtemps. Manny vivait à Phoenix. David, lui aussi, avait quitté la région. Sa vie à El Paso, autrefois ancrée, solide, familière, commençait à se fissurer. Pourtant, quitter cette maison, ce n'était pas rien. Ce n'était pas juste changer d'adresse. C'était abandonner l'endroit où elle s'était reconstruite après l'échec de son mariage. C'était renoncer au foyer où elle avait élevé ses fils, où elle avait repris sa vie en main, seule et fière. Partir, c'était tourner la page. Rester, c'était vivre avec une menace constante, invisible mais pesante. Peu à peu, cette idée de départ se transforma en conviction silencieuse. Quelque chose allait changer. Elle le sentait. Pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il faut remonter dans le temps. Revenir aux premières années de David, le plus jeune fils de Gloria. Car c'est lui qui, tôt ou tard, allait devenir le cœur même de ce drame. Dès l'enfance, David se distinguait des autres. Pas par son intelligence ou sa discipline, bien au contraire. Il avait un don particulier pour s'attirer des ennuis. L'école ne l'intéressait pas. Il rejetait toute forme d'autorité, refusait les règles, et fuyait les responsabilités domestiques. Là où Manny excellait dans le sport, montrait une volonté d'apprendre et d'évoluer, David prenait une toute autre direction. Il était insouciant, désinvolte, en quête de distractions superficielles. Il papillonnait d'une activité à l'autre sans jamais s'investir. Ce qui comptait vraiment pour lui, c'était son apparence, son charisme, et surtout, l'attention qu'il suscitait chez les filles. Dès l'adolescence, il avait compris comment capter les regards. Il utilisait son physique avantageux, son assurance naturelle, et un certain charme manipulateur pour se mettre au centre de toutes les attentions. Alors que ses camarades découvraient timidement les premiers émois amoureux, David, lui, agissait déjà comme s'il maîtrisait tout. Comme si rien ne pouvait l'atteindre. Il se croyait irrésistible. Pour lui, les filles n'étaient pas des partenaires, mais des accessoires dans son univers centré sur lui-même. Cet excès de confiance, ce sentiment d'impunité, allait devenir l'un des traits dominants de sa personnalité. À 16 ans, David entame une relation avec Laura Sall. Officiellement, c'est sa petite amie. Celle qu'il présente à la famille, aux amis. Celle qui, aux yeux du monde, partage sa vie. Mais en réalité, David joue sur deux tableaux. Derrière les apparences, il continue de flirter, de séduire, de multiplier les aventures. Laura, 2 ans plus jeune, n'a que 15 ans lorsqu'elle tombe enceinte. Cette grossesse va bouleverser leur vie. Du jour au lendemain, David prend une décision inattendue. Il a décidé de devenir un homme, comme il le disait lui-même. Il quitta l'école du jour au lendemain, trouva un emploi, et demanda Laura en mariage. Ce revirement soudain prit tout le monde de court, y compris Gloria. Malgré le choc, elle fit ce qu'elle avait toujours fait, soutenir son fils, coûte que coûte. Elle ne lui tourna pas le dos. Bien au contraire. Gloria ouvrit grand les bras à Laura, l'acceptant comme une véritable fille, avec une tendresse inconditionnelle. Dès les premiers jours, elle se montra présente, attentive, impliquée. Lorsque leur premier fils naquit,
c'est tout naturellement qu'elle s'imposa comme une aide précieuse. Puis il y eut un deuxième enfant. Et un troisième. Puis un quatrième. À chaque étape, Gloria était là pour garder les enfants, pour gérer la maison, pour apporter un soutien financier lorsque les temps étaient durs. Le jeune couple vivait chez elle, et Gloria, encore une fois, redevint le pilier du foyer. C'était comme si elle revivait une seconde maternité, cette fois dans le rôle de grand-mère. Et, comme autrefois, elle s'y consacra corps et âme. Elle cuisinait, nettoyait, aidait à faire les devoirs, consolait les petits chagrins, soutenait moralement Laura, qui peinait à suivre le rythme avec 4 enfants si jeunes. Gloria redonnait de la structure, de la chaleur, et du sens à ce foyer fragile. Mais malgré cet environnement protecteur, David ne réussissait toujours pas à se stabiliser. Il enchaînait les emplois sans jamais y rester. Aucun poste ne le passionnait. Aucun ne semblait suffisamment bon pour lui. Il refusait les promotions, les responsabilités. C'était toujours la même histoire, il commençait plein de promesses, puis se lassait, abandonnait, et passait à autre chose. Un éternel recommencement. Puis une opportunité inattendue se présenta, un emploi dans une entreprise de construction à Phoenix, en Arizona. Salaire plus élevé, meilleure stabilité. C'était aussi l'occasion de renouer avec son frère aîné, Manny, qui vivait déjà sur place. Et il y avait un autre élément, encore plus surprenant, leur père, Armando, qu'il n'avait pas vu depuis des années, avait repris contact. Il vivait lui aussi à Phoenix. La décision fut rapide. Laura et les enfants le suivirent. Pour David, c'était une chance de tout recommencer. Mettre de l'ordre dans ses finances. Retisser des liens familiaux distendus. Et, peut-être, créer une relation avec son père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Pour la première fois depuis longtemps, un avenir différent semblait possible. Arrivé en Arizona, David retrouva un entourage familial. Armando vivait désormais avec une autre femme et élevait 2 jeunes enfants, Jonathan et Maria. Maria, à l'époque, n'avait que 11 ans. Dès les premières rencontres, elle fut fascinée par David. À ses yeux, il était grand, sûr de lui, charismatique, une figure presque héroïque, un frère impressionnant dont elle cherchait désespérément l'attention et l'admiration. Elle passait beaucoup de temps dans leur maison. Elle jouait avec ses neveux, aidait Laura dans les tâches quotidiennes. Et Laura, débordée par l'éducation de 4 enfants, accueillait volontiers cette aide. Tout semblait aller dans le bon sens. Les liens se tissaient, la famille s'agrandissait, et une harmonie nouvelle s'installait. Mais sous cette façade rassurante, quelque chose de profondément dérangeant commençait à émerger. Maria, l'adolescente à peine sortie de l'enfance, prenait une place de plus en plus importante dans la vie de David. Et si, au départ, personne n'y voyait de mal, certaines attitudes commencèrent à troubler Laura. Elle observait des échanges entre eux qu'elle ne savait pas interpréter. Le ton qu'ils employaient. Les regards. Les gestes. Une proximité, qui ne ressemblait pas à une simple complicité fraternelle. Bien sûr, tout cela pouvait passer pour une affection naturelle entre demi-frères et demi-sœurs. Mais Laura, au fond d'elle, sentait que quelque chose n'allait pas. Un malaise insidieux s'installait, même si elle n'en parlait à personne. Elle tenta de se rassurer. Peut-être était-elle fatiguée? Peut-être que l'épuisement lié à la maternité déformait sa perception? Maria n'était encore qu'une adolescente. Et pourtant, ce doute ne la quittait pas. Il s'intensifiait au fil des semaines, devenant une inquiétude sourde, douloureuse, difficile à exprimer. Puis, sans prévenir, David annonça qu'on lui avait proposé un poste à Hawaï. Il partit seul, laissant Laura et les enfants derrière lui. Peu de temps après, une vérité éclata, il avait entamé une nouvelle relation avec une autre femme, Adrienne. Et très vite, elle tomba enceinte. David ne prit même pas la peine de clarifier sa situation avec Laura. Il ne rompit pas officiellement. Il se contenta de disparaître, de recommencer ailleurs, comme si de rien n'était. Il s'installa avec Adrienne, s'investit dans cette nouvelle vie, tourna la page sans un regard en arrière. Lorsque Gloria apprit la nouvelle, son cœur se brisa. Elle avait espéré. Elle avait cru que son fils reviendrait. Qu'il ferait l'effort de reconstruire quelque chose avec Laura. Pour ses enfants. Pour cette famille qu'elle avait portée à bout de bras. Mais David n'écouta rien. Ses supplications restèrent sans effet. Tandis que la majorité des membres de la famille s'éloignaient peu à peu de David, esséurés par ses choix, Maria, elle, maintenait un contact étroit avec lui. Leur lien ne faiblissait pas, au contraire. Même à distance, elle continuait de l'appeler, de lui écrire, de rester présente dans sa vie. Rien ne semblait pouvoir briser cette relation étrange, presque exclusive. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, Maria reçut une invitation inattendue. David l'invitait à le rejoindre à Hawaï pour les vacances d'été. Personne n'y vit le moindre mal. Après tout, elle allait simplement passer du temps avec son demi-frère, sa compagne Adrienne, et leur nouveau-né. C'était, en apparence, une visite familiale ordinaire.
Une adolescente chez son grand frère, dans un cadre idyllique. Rien d'inquiétant. Au début, tout semblait paisible. Les journées s'écoulaient entre balades, baignades, moments en famille. Mais, peu à peu, Adrienne sentit quelque chose changer. Subtil, imperceptible d'abord, puis impossible à ignorer. Les regards échangés entre David et Maria. Le ton de leur conversation. Des gestes, des sourires, des silences. Des signes troublants, dérangeants. Au départ, ce n'était qu'un malaise diffus. Une sensation désagréable, sans preuve concrète. Mais avec le temps, cette sensation devint certitude. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, Adrienne entra dans la chambre et surprit quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui la laissa pétrifier. Ce qu'elle vit ne laissa plus aucun doute. Bouleversée, elle appela immédiatement Gloria. La voix tremblante. Les mots hachés. Mais le message, lui, était clair. Pour Gloria, cette révélation fut un coup d'une violence inouïe. L'idée qu'il ait pu se passer quoi que ce soit d'inapproprié entre son propre fils et sa demi-sœur adolescente la plongea dans une détresse profonde. Elle refusa d'y croire, au début. C'était trop monstrueux. Mais cette voix en elle, cette voix de mère, ne lui laissa aucun répit. Elle exigea que cela cesse immédiatement. Maria fut renvoyée au Texas sans attendre. Aucun signalement ne fut fait aux autorités. L'affaire resta dans le cercle familial. Mais l'impact, lui, fut irréversible. Quelque chose s'était brisé. Un point de non-retour avait été franchi. Gloria ne pouvait plus regarder son fils de la même manière. Elle tentait, en façade, de faire comme si de rien n'était. Mais au fond, elle savait. Elle savait que ce n'était pas une simple erreur. C'était une menace. Une rupture définitive de confiance. David, de son côté, continuait à faire comme si rien ne s'était passé. Il nia. Évita les conversations sérieuses. Fit semblant. Mais Gloria n'était pas dupe. Elle le confronta frontalement. Lui parla sans détour. Elle condamna son comportement avec une sévérité sans précédent. Elle lui ordonna de couper tout lien avec Maria. Elle le mit en garde, jamais elle ne tolérerait que cette situation se reproduise. Jamais. David rejeta tout en bloc. Il nia farouchement. Il accusa sa mère d'exagération, de paranoïa. Il parla de jalousie, d'interprétations erronées. Mais Gloria n'était pas une femme naïve. Elle avait vécu. Elle connaissait son fils. Et surtout, elle connaissait l'instinct infaillible d'une mère. Elle savait que ce qu'elle ressentait allait bien au-delà de simples soupçons. Peu après le retour de Maria au Texas, un autre événement bouleversa la famille. David fut victime d'un terrible accident de moto, sur l'une des routes sinueuses d'Hawaï. Il perdit le contrôle de son véhicule et fut gravement blessé. Si gravement qu'il fallut lui amputer une jambe. Dès qu'elle apprit la nouvelle, Gloria n'hésita pas une seconde. Malgré les tensions, malgré les conflits, elle prit le premier vol pour Hawaï. Toutes les rancunes furent mises de côté. Son fils était en danger, et elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle fit ce qu'une mère ferait, sans poser de questions. Pendant toute la convalescence, Gloria resta à ses côtés. Elle veilla sur lui jour et nuit, le soutenant physiquement et moralement. Elle l'aida à apprivoiser ce nouveau corps, à réapprendre les gestes simples, à accepter la perte. Elle fut son pilier. David lui-même, dans plusieurs conversations, admit que sa mère ne l'avait jamais abandonné. Qu'elle avait été là, chaque jour, main dans la main avec lui, l'encourageant, le portant presque à bout de bras. Après de longs mois de rééducation, Gloria lui proposa de revenir vivre à El Paso avec elle. Une nouvelle chance. Une façon de recommencer. David accepta. Sa relation avec Adrienne était terminée. Il n'avait presque plus de contact avec ses enfants. Revenir chez sa mère était sa seule option. Mais Gloria posa une condition, non négociable, plus aucun contact, jamais, avec Maria. Si David voulait revenir, il devait effacer ce chapitre. Tirer un trait définitif. En échange, elle garderait le silence. Elle ne parlerait à personne de ce qui s'était passé. Elle lui offrirait un nouveau départ. David acquiesça. De retour au Texas, la vie reprit son cours. Gloria reprit ses habitudes. Elle l'aida à se réadapter, à trouver un équilibre. David, en apparence, semblait calme. Apaisé. Il rendait de petits services, s'occupait de tâches quotidiennes. Mais Gloria, elle, restait sur ses gardes. Derrière chaque sourire, chaque silence, elle restait vigilante. Rien n'était vraiment oublié. Rien n'était vraiment pardonné. Dans la maison, David accomplissait de petites tâches, s'activait ici et là, et, en apparence, ne suscitait aucune alerte chez Gloria. Après tant de turbulences, tant de peines accumulées au fil des années, elle avait enfin l'impression de reprendre le contrôle. Une stabilité fragile, certes, mais rassurante. Et même si le voisin étrange, celui qui l'avait autrefois épié depuis les buissons, vivait toujours juste à côté, sa simple présence la dérangeait moins désormais.
car David était là. Et même si la relation mère-fils restait tendue, il y avait à nouveau une présence masculine dans la maison. Cela suffisait à calmer un peu ses angoisses. Elle se sentait moins exposée, moins vulnérable. Elle voulait croire que le pire était derrière elle. Que le cauchemar était terminé. Mais une part d'elle restait sur le qui-vive. L'affaire Maria. Elle n'arrivait pas à l'enterrer totalement. Ce doute lancinant persistait. Cette impression qu'un danger, invisible mais réel, continuait de rôder dans l'ombre. Extérieurement, tout semblait en ordre. David avait l'air calme, coopératif, installé dans une nouvelle routine. Mais Gloria ne baissait pas la garde. Elle observait, écoutait, analysait chaque mot, chaque regard. Son instinct maternel lui soufflait que quelque chose n'était pas encore réglé. Que la menace n'avait pas disparu. Lorsque l'état de David se stabilisa enfin, et qu'il montra qu'il était capable de se débrouiller seul, Gloria prit une décision. Elle allait rendre visite à Manny, son fils aîné, à Phoenix. Cela faisait longtemps qu'il l'invitait, et elle avait toujours repoussé, préoccupée par David. Mais maintenant qu'il semblait plus autonome, elle se sentit prête. Avant de partir, elle le chargea de veiller sur la maison. Rien de compliqué. Juste garder les lieux en ordre et éviter les mauvaises surprises. David accepta sans broncher. Il resta à El Paso, fit mine de suivre les instructions. Gloria, quant à elle, s'envola pour l'Arizona. Pourtant, une fois sur place, son malaise s'accentua. Plus elle tentait de mettre ses inquiétudes de côté, plus elle revenait, plus insistante, plus précise. Elle en parla à son frère Marc. Elle lui demanda de passer faire un tour chez David, de vérifier que tout allait bien, et surtout, de s'assurer que Maria ne s'y trouvait pas. Marc promit. Mais quelque chose, dans sa voix, dans son attitude, laissa Gloria sceptique. Elle avait l'intuition qu'il n'avait rien fait. Et cette incertitude, ce doute grandissant, la rongeait. Elle n'arrivait plus à penser à autre chose. Jusqu'à ce qu'elle prenne une décision soudaine. Elle rentrerait sans prévenir. Maintenant. Lorsqu'elle poussa la porte de sa maison, ce qu'elle découvrit la glaça. L'endroit était méconnaissable. Là où tout avait toujours été propre, rangé, ordonné, régnait désormais le chaos. La saleté s'était installée. Les objets traînaient. Tout semblait négligé. Mais ce qui l'alarma le plus, ce fut la serrure. Une nouvelle serrure verrouillait la porte de sa propre chambre. Un modèle qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Installé sans sa permission. Sans explication. Immédiatement, elle appela David. Elle voulait comprendre. Il lui répondit calmement qu'il était au cinéma, qu'il rentrerait bientôt. Elle attendit, le cœur battant. Quand il finit par revenir, une violente dispute éclata. Gloria le confronta, lui reprochant son laisser-aller, son manque de respect, sa trahison. Elle l'accusa d'avoir bafoué sa confiance, de ne pas avoir tenu sa parole, de transformer sa maison en champ de bataille. David tenta de se justifier, prétextant qu'il l'avait simplement aidé à préparer ses affaires pour retourner à Phoenix. Après cela, dit-il, il était retourné voir son film. Le lendemain, 25 juillet, Manny commença à s'inquiéter. Il n'avait plus aucune nouvelle de sa mère depuis qu'elle avait quitté son domicile ce matin-là. Aucun appel. Aucun message. Silence total. Il essaya de la joindre à plusieurs reprises. Rien. Alors, il tenta d'appeler David. Celui-ci ne répondit pas tout de suite. Ce n'est qu'aux alentours de minuit qu'il rappela enfin. Il expliqua que Gloria était bien revenue, qu'il s'était disputé, qu'il l'avait aidé à faire ses valises, et qu'elle était probablement repartie à Phoenix. Mais les heures passaient. Puis la nuit. Puis l'aube. Et toujours aucun signe de Gloria. Elle n'était pas arrivée chez Manny. Elle n'avait contacté personne. Son téléphone était éteint. Aucune trace. Aucune explication. Le 26 juillet, l'évidence devint insupportable. Quelque chose n'allait pas. Manny rappela David. Mais cette fois, la voix de son frère était distante, froide, presque agacée. Il répétait sans cesse qu'il ne savait rien. Qu'il n'avait rien à dire. Son attitude était étrange, insensible, glaciale. Ce n'était pas lui. Pas le David qu'il connaissait. Et cela ne faisait que renforcer les soupçons. Le 27 juillet, Gloria avait disparu depuis 2 jours. Manny, désespéré, se lança dans une course contre la montre. Il appela tout le monde. Les amis. Les voisins. Les membres de la famille. Mais personne. Personne ne l'avait vue. Personne ne savait. C'était comme si, elle s'était volatilisée. Avait disparu sans laisser la moindre trace. C'est à ce moment-là que Manny décida d'appeler la police. Mais les agents lui expliquèrent que, selon la procédure, le signalement devait impérativement venir de la dernière personne à avoir vu Gloria, c'est-à-dire David. Peu après, d'autres membres de la famille arrivèrent sur place, notamment la mère de Gloria et son frère Conrad. Tous étaient sous le choc, inquiets, envahis par un pressentiment glaçant.
David les accueillit à la porte, calme, presque détaché. Il fallut beaucoup d'insistance, de pression collective, pour qu'il accepte enfin d'aller au poste de police et déposer un signalement officiel. Le 28 juillet, jour où Gloria aurait dû fêter son 55e anniversaire, Manny et sa femme arrivèrent à El Paso. Dès l'instant où Manny franchit le seuil de la maison, quelque chose le frappa, un malaise sourd, profond. L'atmosphère était lourde. Et surtout, il remarqua immédiatement un détail qui ne collait pas. La valise de sa mère était toujours là, dans un coin du salon, intacte. Sa trousse de maquillage non ouverte. Aucun signe d'un départ. Tout indiquait qu'elle n'était jamais partie. Qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Elle avait disparu soudainement, sans prévenir. David, de son côté, répétait qu'il l'avait aidé à faire ses bagages. Mais les objets étaient toujours là, à leur place. Sa version des faits ne tenait pas. Et son attitude froide, impassible, presque apathique rendait les choses encore plus inquiétantes. Il ne posait aucune question. N'exprimait aucune inquiétude. Manny commença à le presser, à le confronter, à lui demander des détails sur le moment exact où il avait vu leur mère pour la dernière fois. David sortit alors son téléphone et lui montra quelques messages prétendument envoyés par Gloria, où elle lui demandait de déverrouiller la porte. Mais soudain, il ajouta un élément nouveau à son récit. Il déclara que, après avoir quitté la maison, il était allé à une fête chez une certaine Catherine Thompson. Et qu'ensuite, il s'était rendu dans une boîte de nuit avec une autre femme. Selon lui, il ne serait pas rentré chez lui avant 3 heures du matin. Durant leur conversation, David lâcha une phrase qui glaça le sang de Manny. Une phrase étrange. Inappropriée. Inquiétante. J'espère qu'ils ne trouveront pas de traces de mon ADN sur elle, après tout, je l'ai embrassée et prise dans mes bras. Personne n'avait encore parlé de mort. Gloria était, officiellement, simplement portée disparue. Et voilà que David évoquait déjà des traces ADN. Le lendemain, le 29 juillet, les détectives en charge de l'affaire convoquèrent tous les membres de la famille pour les interroger. David raconta à nouveau son histoire, mais cette fois, il modifia certains éléments. Il ne parla plus du cinéma. Il affirma avoir passé toute la soirée chez Catherine Thompson. Catherine confirma en partie ses propos. Oui, David était venu à sa fête. Mais selon elle, il était arrivé entre 19h et 20h, était resté jusqu'à minuit, et semblait nerveux, agité. En revanche, elle ne fit aucune mention d'une virée en club avec une autre femme. Une incohérence de plus. Ce même jour, les enquêteurs reçurent une nouvelle troublante. La voiture de Gloria venait d'être retrouvée, abandonnée près d'une école élémentaire d'El Paso. À l'intérieur, son sac à main, ses clés, son téléphone, mais aucune trace d'elle. Ce détail changea tout. Ce n'était plus une simple disparition. C'était potentiellement un crime. L'enquête fut transférée à la division des crimes violents. Les choses prirent un tournant beaucoup plus sombre. Les enquêteurs commencèrent à faire du porte-à-porte. Plusieurs voisins rapportèrent avoir vu la voiture de Gloria sortir de son garage le matin du 26 juillet, soit le lendemain de sa dernière apparition. Une femme nommée Juliana affirma avoir vu Gloria elle-même au volant. Mais un autre voisin, Rafael Vargas, raconta une toute autre histoire. Selon lui, c'était une jeune femme à la peau claire et aux cheveux blonds courts qui conduisait le véhicule ce matin-là. Et ce n'était pas tout. Il remarqua également une silhouette masculine à l'arrière du véhicule. Ce témoignage fut un tournant décisif. Pour la première fois, une preuve tangible montrait que quelqu'un d'autre que Gloria avait utilisé sa voiture après sa disparition. La police décida alors de perquisitionner la maison. Dans le garage, ils découvrirent des traces de sang. La majorité du sang se trouvait sur la porte d'un placard encastré. Il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était frais. Face à cette découverte, le domicile fut immédiatement classé comme scène de crime. L'enquête prit une toute nouvelle dimension. Les détectives intensifièrent leur mobilisation. Car désormais, il ne s'agissait plus de retrouver une femme disparue, mais de découvrir ce qui lui était arrivé. L'interrogatoire de David révéla très vite un enchaînement de contradictions. Même sur les faits les plus élémentaires, son récit ne tenait pas. Il était incapable de donner une chronologie claire. À chaque nouvelle déclaration, l'ordre des événements changeait. Des détails s'ajoutaient, d'autres disparaissaient. Sa mémoire semblait floue, sélective. Mais ce qui dérangeait encore plus les enquêteurs, c'était son comportement. Une froideur déconcertante. Aucune question, aucune inquiétude apparente. Comme s'il n'était pas concerné par la disparition de sa propre mère. Face à ces incohérences, la police fit envoyer les échantillons de sang retrouvés dans le garage pour analyse. En parallèle, ils commencèrent à recueillir les profils ADN des membres de la famille. Pendant ce temps, Manny observait son frère avec une méfiance croissante. Quelque chose ne collait pas. Il repensait à Maria. À la relation étrange, presque fusionnelle, qu'elle entretenait depuis toujours avec David.
Un lien qui avait longtemps suscité chez lui un profond malaise. Et avec ce qu'Adrienne avait révélé auparavant, ce malaise se transformait désormais en certitude. Maria devait être prise en compte dans l'enquête. Magny insista auprès des détectives. Il les exhorta à creuser cette piste. À regarder de plus près le rôle potentiel de Maria dans toute cette affaire. Les enquêteurs s'exécutèrent. Ils commencèrent à examiner les données téléphoniques. Et ce qu'ils découvrirent allait changer le cours de l'enquête. Les relevés montrèrent qu'entre 1h30 et 1h40 du matin, dans la nuit du 25 au 26 juillet, le téléphone de David avait émis un appel sortant. Le plus troublant, c'est que les données de localisation indiquaient qu'il se trouvait à environ 6 km de l'endroit où le corps de Gloria serait retrouvé quelques jours plus tard. Ce n'était pas tout. Entre 5h30 et 6h du matin ce même jour, plusieurs appels entrants et sortants furent échangés entre le téléphone de David et celui de Maria. Tous ces éléments, les témoignages divergents, les changements de version, les preuves numériques formaient un tableau effrayant. La disparition de Gloria n'avait rien d'accidentel. Et elle n'était pas le fruit d'une fugue soudaine. Il s'agissait d'un acte criminel, prémédité. Et les deux seuls suspects désignés par les faits étaient désormais David et Maria. Les derniers à avoir vu Gloria vivante. Le 31 juillet, la tragédie atteignit son apogée. Une femme promenant son chien découvrit un corps dans une zone désertique, près de l'école élémentaire Santa Teresa. Le corps était déjà en état de décomposition. Il s'agissait de Gloria. Sa tête avait été enveloppée dans 2 couches, d'abord du plastique, puis un sac en papier. Son bras gauche, ses jambes, étaient également recouverts de plastique. Les enquêteurs notèrent immédiatement que tout avait été fait pour éviter de laisser la moindre trace biologique. Ce n'était pas un crime commis dans l'impulsivité. C'était méthodique, froid. Il y avait une volonté claire de dissimuler les preuves. Le médecin légiste confirma plus tard que Gloria était morte étouffée. Son larynx était brisé, preuve que la force exercée avait été brutale, délibérée. L'auteur des faits avait eu un contrôle total sur la victime. Ce n'était pas un geste incontrôlé. C'était un meurtre, pur et simple. Pendant ce temps, les résultats des analyses ADN tombèrent. Le sang retrouvé dans le garage appartenait à Maria. Cette révélation fut un coup de tonnerre. Maria, officiellement impliquée. Gloria ne l'avait donc pas simplement retrouvée dans sa maison. Elle y avait laissé une trace. Une preuve irréfutable. Elle n'était pas seulement témoin. Elle faisait désormais partie intégrante du crime. Marc, le frère de Gloria, révéla alors aux enquêteurs une conversation qu'il avait eue peu avant la disparition. Gloria lui avait confié qu'elle soupçonnait fortement une relation inappropriée entre David et Maria. Elle lui avait dit, sans détour, qu'elle s'y opposait catégoriquement. Les détectives convoquèrent immédiatement David et Maria pour les interroger à nouveau. Tous deux affirmèrent qu'ils avaient passé la nuit du 25 au 26 juillet ensemble. Mais les données téléphoniques prouvaient le contraire. Le téléphone de David avait été localisé à 1h37 du matin à seulement quelques kilomètres du lieu où le corps fut retrouvé. Et s'ils étaient ensemble, pourquoi s'était-il appelé entre 5h30 et 6h du matin? La pression s'intensifia. Maria commença à se contredire. Son récit se fissura. Finalement, face à l'étau qui se resserrait, elle céda. Les enquêteurs lui proposèrent un accord, une immunité totale en échange de la vérité. Toute la vérité. Elle accepta. Maria déclara que Gloria était rentrée chez elle à l'improviste, et l'avait trouvée sur place. Une violente dispute éclata entre mère et fils. Gloria ordonna à Maria de quitter la maison immédiatement et de ne plus jamais revenir. À ce moment-là, selon Maria, David perdit le contrôle. Il s'emporta. La confrontation dégénéra. Et dans un accès de rage, il mit fin à la vie de leur propre mère. Après cela, David appela Maria, pour lui demander de l'aide. Pour dissimuler le crime. Ensemble, ils effacèrent méthodiquement toute trace pouvant éveiller le moindre soupçon. Ils nettoyèrent les lieux, rangèrent ce qui devait l'être, puis transportèrent le corps sans vie de Gloria dans sa propre voiture. Ils prirent la route, quittant El Paso pour s'enfoncer dans une zone isolée. Maria, dans sa confession, admit que le sang retrouvé dans le garage était bien le sien, celui d'une altercation qu'elle avait eue avec David quelques jours avant la tragédie. Et lorsqu'ils enterrèrent Gloria, elle déclara être restée à proximité, témoin silencieux d'un acte irréparable. Cette confession changea tout. Elle devint le point de bascule dans l'enquête. Le 4 septembre 2009, David fut arrêté. Il fut officiellement inculpé pour avoir causé des blessures graves, dissimulé un cadavre et détruit des preuves. Le procès s'ouvrit en octobre 2010. Maria, protégée par une immunité totale, témoigna à charge contre lui. Ce qu'elle révéla sidéra même les enquêteurs les plus aguerris. Elle raconta comment leur relation avait commencé lorsqu'elle n'avait que 14 ans. David, lui, en avait 29. Une différence d'âge abyssale. Un déséquilibre flagrant. L'un des aveux les plus bouleversants fut celui de la naissance d'un enfant.
Un bébé qu'elle avait eu de David, et qui fut ensuite placé à l'adoption. Cette révélation provoqua une onde de choc. Même parmi ceux qui connaissaient déjà les grandes lignes de leur relation, personne n'avait imaginé un tel niveau de manipulation et de secret. La plupart des membres de la famille n'avaient jamais eu connaissance de toute l'histoire. Certains étaient restés silencieux, d'autres n'avaient jamais soupçonné quoi que ce soit. Les procureurs présentèrent des preuves supplémentaires, mais aucun ADN de David ne fut retrouvé sur le corps de Gloria, un détail que la défense s'empressa d'exploiter. L'équipe de défense soutint que toute l'affaire reposait uniquement sur des éléments circonstanciels. Pas de preuves directes, pas de scènes filmées, pas d'aveux enregistrés. David, quant à lui, resta impassible durant la majorité du procès. Froid, contrôlé, mais parfois étrangement ému, versant quelques larmes en public. Il clama son innocence, encore et encore. Le premier procès s'acheva sans verdict. Le jury ne parvint pas à un consensus. Trop de doutes. Trop de contradictions. Il fut alors décidé de déplacer les audiences à San Antonio, afin d'éviter toute influence locale ou parti pris inconscient. Le second procès, tenu en 2011, aboutit à une condamnation ferme. David fut reconnu coupable. Il écopa d'une peine de 54 ans de prison. Un chiffre symbolique. L'âge qu'avait Gloria au moment de sa mort. Une sentence lourde, mais que beaucoup jugèrent encore insuffisante face à l'horreur des actes commis. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En 2017, David fit de nouveau face à la justice. Cette fois, dans l'État de l'Arizona. 29 nouvelles charges furent déposées contre lui. Des faits datant de 2005 et 2006, impliquant des agressions, des enlèvements et des actes de violence. Pour éviter la prison à perpétuité, David accepta un accord avec le procureur, il plaida coupable pour 6 des chefs d'accusation. Les autres furent abandonnés. Il reçut une peine additionnelle, mais conserva la possibilité d'une libération conditionnelle à partir de 2036. Gloria avait consacré sa vie à ses enfants. Elle s'était battue, chaque jour, pour leur offrir une chance, un avenir, une dignité. Et jusqu'au bout, elle avait tout tenté pour ramener David du bord du précipice. Mais c'est lui qui, au final, a anéanti tout ce qu'elle avait construit avec amour et sacrifice. Fa.